La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si jamais reculé. Parle en français, parle en cache pas tes distances. Donne-moi la tête du reste quand on passe à table. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. Guillaume toujours présent, cette fois avec Mathieu. Salut Mathieu. Hello tout le monde, ouais, je reviens du coup, je reviens là pour cette carte là, l'UFC 218 qui envoie du bois quoi. Il est de retour pour la preview de l'UFC 218. Donc un événement qui devait finalement passer un petit peu sous les radars parce qu'il était avant l'UFC 219 qui clôture l'année le 30 décembre. Mais vu la pauvreté de la carte de l'UFC 219, tout de suite celui-ci devient beaucoup plus intéressant. Comme d'habitude, on va se concentrer uniquement sur la main card. Donc là qui comprend comme d'habitude 5 combats. 5 combats donc qui va commencer par un choc en strawweight avec un intéressant Tessia Torres contre Michelle Waterson. Donc voilà, on commence les hostilités avec un combat qui est déjà très intéressant pour la catégorie. Ouais, c'est clair. En plus, bon, après, je vais pas vous cacher que moi, Tessia Torres, je la connais pas très très bien. Je connais bien Michelle Waterson. Ah bah, qui ne la connaît pas, hein. ESPN Ouais. de Body Issue, je vous le conseille d'ailleurs. Non, on la connaît peut-être pas forcément pour les bonnes raisons, hein, mais non, mais disons que c'est deux fighters qui, à mon avis, sont vraiment poussés en avant par l'UFC parce qu'ils représentent, ils ont un potentiel de staritude assez important, quoi. Surtout à l'heure des Thug Rose et des Joanna Jędrzejczyk. Tessia Torres et Michelle Waterson, c'est un peu the girls next door, quoi. C'est voisine qu'on aimerait bien avoir, tu vois. Enfin, et tout, et... Là, je m'adresse surtout au public essentiellement masculin. Après, on va dire lesbien, on sait rien, on va pas juger et tout. Mais après, genre, je me dis, d'un point de vue stylistique, elles sont aussi très intéressantes. C'est des personnes, je pense notamment à Michelle Waterson, qui a un style très agréable à regarder, tu vois, elle tente des trucs et tout. Bon, elle s'est fait moucher sur son dernier combat contre Thug Rose, mais Thug Rose, c'est la championne maintenant. Ouais, et ce qui est marrant, c'est que les deux ont perdu contre Thug Rose. C'est ça qui est... Ouais, Torres aussi, ouais. Mais le combat de Tessia Torres était plus serré de mémoire. Enfin, ça fait longtemps. Là, je me gourre peut-être, hein, donc ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Mais celui de Tessia Torres était un peu plus serré parce que Thug Rose n'était pas encore trop peaufiné et tout, tandis que Michelle Waterson a vraiment fait les frais de l'évolution de Thug Rose, qui est devenue vraiment une combattante très dangereuse dans l'outside. Ouais. Qui est dans la distance extérieure et qui est capable qui a été capable de clipper Jędrzejczyk, mais qui a aussi été capable de headkicker Michelle Waterson, qui est pourtant vendue. Alors c'est marrant, Michelle Waterson, juste un petit parallèle, enfin une petite parenthèse, elle est vendue comme une striker. Enfin, comme parce qu'elle vient du karaté, c'est un peu tout le gimmick qu'elle a, tu vois, de karaté hoti et tout. Et c'est vrai qu'elle envoie des kicks un peu, on va dire, flashy et tout. Mais après, c'est vraiment sa technique de sol qui, moi, je pense, fait la différence, qui faisait la différence déjà au Invicta et qui fait la différence. Elle est capable elle fait des bons scrambles, elle est capable de prendre le dos, de faire de bonnes soumissions et tout. Elle est assez agréable à regarder au sol. Pourtant, le sol, c'est pas le truc le plus fun, enfin, sauf pour ceux qui aiment beaucoup, tu vois, mais c'est pas le truc le plus marrant de base, mais elle a un style qui est assez intéressant. Enfin, Donc ce combat-là sera intéressant effectivement pour la catégorie strawweight parce qu'on peut penser en cas de victoire, surtout je pense à Michelle Waterson, et pourrait éventuellement avoir le title shot après la revanche de Joanna. Ouais, c'est clair que ça peut. Peut-être, moi, personnellement, après, on est à l'heure des money fights et donc des title shots qui n'ont plus vraiment de sens. Donc ce serait tout à fait possible qu'en battant Tessia Torres, ils nous vendent un peu la revanche si jamais Thug Rose conservait son titre. Après, moi, je pense qu'il faudrait quand même un peu solidifier tout ça. Michelle Waterson, elle est pas super consistante, mais et pourquoi pas Tessia Torres. Moi, je pense plus Tessia Torres justement parce que comme elle est un peu fraîche entre guillemets, tu vois, elle a perdu contre Thug Rose, mais elle arrive fraîche dans la division et tout. Je pense si elle bat de manière convaincante Michelle Waterson, elle se met bien en position en tout cas. Peut-être un autre combat derrière, mais voilà. Bon, après, je peux pas dire plus sur Tessia Torres, je suis vraiment désolé, je regarde pas trop ses combats. Donc on va peut-être passer au combat suivant. Bon, allez. Alors, le combat suivant, mesdames et messieurs, là on commence très fort, donc c'est le deuxième combat de la main card, finale du tough entre les deux coachs de la dernière saison, Eddie Alvarez, l'ancien champion lightweight,
qui s'était fait ridiculiser par Conor McGregor, mais qui reste néanmoins une légende de la catégorie, sinon l'un des plus grands, puisqu'il a été champion de plusieurs organisations, dont le Bellator, avant de signer à l'UFC, contre Justin Gaethje. Donc Justin Gaethje, que si vous ne le connaissez pas, c'est l'ancien champion du World Series of Fighting, et le World Series of Fighting, autant pour moi, et qui est invaincu et qui reste sur un combat absolument monstrueux contre Michael Johnson, l'un des combats de l'année. Le mec est infinissable ou presque, mais qui a tendance à être clippé, et donc pour ce combat-là on peut vraiment s'attendre à une apocalypse, quoi. Ouais, je pense que les fans de violence à l'état pur vont être comblés, hein, si ça dure longtemps. Parce qu'en fait, tous les deux, alors je vais faire des différences quand même, parce qu'ils n'ont pas vraiment le même style, même pas du tout, mais ils ont tous les deux la même tendance en fait à se laisser aller à la violence pure, c'est-à-dire à prendre un coup pour en donner un en fait. Et ça plaît beaucoup aux fans. Même si je pense que dans le cas de Justin Gaethje, ça constitue une force pour lui, tandis que dans le cas de Eddie Alvarez, ça constitue une faiblesse pour lui. Parce que pour Eddie Alvarez, pour ceux qui ont suivi un peu ses carrières, c'est quelqu'un qui, à mon avis, avec le bon game plan et lorsqu'il est suffisamment discipliné, peut battre virtuellement tout le monde dans la catégorie lightweight. Mais qui a tendance à se laisser un peu aller à l'émotion, un peu comme ce qui lui est arrivé contre Conor McGregor. C'est-à-dire, dès le début, tout début du combat, il a un game plan qui est de tourner autour de Conor McGregor, d'utiliser des kicks, de casser la distance et de pas se lancer dans des échanges ou des brawls, parce que Conor McGregor est un très bon counter-puncher. Et en fait, dès le début, il cède un peu aux provocations de McGregor et il va se faire clipper. À partir de là, il abandonne son game plan et il prend peut-être sa défaite la plus humiliante. Alors que quand il arrive à rester discipliné, à rester concentré sur son footwork, à éviter l'action et à juste exploser sur de courtes combinaisons ou sur des changements de niveau, où il va par exemple tenter un takedown, remonter en haut, faire un enchaînement de points, puis retenter un takedown, il est capable de faire des performances absolument magnifiques, comme ce qui s'était passé dans son deuxième combat contre Michael Chandler au Bellator, ou même dans son combat contre RDA, tu vois, dans son combat contre Rafael Oh dos là Anjos. là, mais ce combat-là... C'est sa plus belle victoire à mon sens. Il a vraiment piégé RDA, c'est-à-dire il l'a amené dans un angle où il pouvait vraiment le frapper. C'est pas du tout un coup de chance, son coup. Quand on voit quand on voit au ralenti ce qui se passe, il l'amène en fait dans une situation où il va le contrer. Donc quand Eddie Alvarez est maître de son game plan, il est le meilleur. Tandis que quand il se laisse aller à la violence, il est très 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 faillible. Alors que Justin Gaethje, c'est vraiment c'est incompréhensible. Ce mec-là, en fait, il combat de la même manière contre tout le monde, et il a des difficultés à peu près au même niveau contre tout le monde. C'est-à-dire qu'il combatte un adversaire médiocre ou un adversaire de très haut niveau, il va se faire clipper quoi qu'il arrive, il va avancer quoi qu'il arrive, et il va probablement faire le fight of the year quoi qu'il arrive. C'est quelqu'un, franchement, si je peux conseiller tout le monde de regarder un combattant, c'est Justin Gaethje, parce qu'il est fascinant. Je pense pas qu'il aura une longue carrière comme ça. Donc clairement pas, oui, non. Déjà, je pense qu'à mon avis, quand il va commencer à perdre, c'est parce que physiquement, il y a quelque chose qui aura lâché. Enfin, on peut pas... même à son âge, parce qu'il est quand même assez... Enfin, il a quand même 29 piges, mais on peut pas rester comme ça, s'exposer autant. Non, c'est sûr. Même si c'est amélioré, hein, il se défend mieux quand même que dans ses défauts. Mais il se fait... En fait, le style qu'il adopte, qui est un style vraiment de pression pure, et la pression, c'est il faut être là, quoi. Tu peux pas mettre la pression si t'es pas là. Donc, tu es susceptible de prendre les coups, d'avancer quoi qu'il arrive sur l'adversaire, et de chercher le clinch et le dirty boxing à tout prix. Ça l'expose énormément à se faire toucher, en fait. Et dans son combat contre Michael Johnson, c'était visible. Le mec a été à la frontière du KO au moins 2 voire 3 fois dans le combat, quoi. C'est assez impressionnant. En 2 rounds. En deux rounds. Le combat est absolument incroyable à regarder, pour ça. Hein. Mais du coup, Justin Gaethje, en fait, profitez-en, parce que je pense que c'est une question de combat avant que son menton et ses limites physiques le rattrapent. Donc du coup, peut-être ce sera ce combat-là. Et justement, mais après, d'un autre côté, moi je suis un peu partagé sur Eddie Alvarez, parce qu'il m'avait pas du tout convaincu contre Dustin Poirier. Parce qu'il s'en sort avec un no contest, mais sur le combat jusqu'au no contest, qui peut être quand même... on peut discuter la décision de l'arbitre, il se faisait quand même dominer. Je suis assez d'accord. Je pense que c'était une mauvaise performance pour Eddie Alvarez. Peut-être qu'on assiste au déclin d'Alvarez, ou peut-être encore une fois que c'est parce que Alvarez, encore une fois, a envoyé voler son game plan. Oui, voilà. On sait jamais, en fait. Eddie Alvarez, c'est quelqu'un d'assez fascinant pour ça, parce que pour moi, je le classe dans les meilleurs lightweight en MMA de tous les temps. Peut-être derrière,
Ouais, BJ Penn quand même, Ouais. même si une fin de carrière un peu dégueulasse. Je pense qu'Eddie Alvarez et Frankie Edgar aussi. Mais voilà, c'est un brawler, c'est un mec qui a commencé en faisant du street fight pour ceux qui connaissent un peu son histoire et tout. Et je pense que c'est un peu ça le rattrape. Parfois, il a une espèce de fierté là, de bravado, tu vois, qui franchement le dessert totalement. C'est marrant parce que c'est pour ça que les fans l'aiment bien généralement. Il a un peu la légende de se faire clipper un peu par tout le monde et tout. Et les gens l'aiment bien pour ça. Moi, ça m'inquiète un peu parce que je me dis c'est dommage s'il avait eu un peu plus de discipline et un peu plus de, tu vois, vraiment de discipline. C'est de la discipline. Il aurait pu avoir une carrière encore plus impressionnante. Il y a des défaites qu'il aurait pu éviter. Et le combat contre Conor McGregor aurait pu être vraiment plus intéressant s'il était tenu à son game plan. Je dis pas qu'il aurait gagné, mais ça aurait été plus intéressant que ce qui s'est passé. Donc effectivement, moi pour ça, je dis, on sait jamais. Je vais pencher plutôt pour Justin Gaethje pour ce combat parce que je te rejoins. Ce combat contre Dustin Poirier était pas ouf. Mais on verra pour les pronos en fin d'émission, en fin de podcast. Mais concernant Eddie Alvarez, c'est ça aussi. C'est vrai que pour moi, c'est un peu on peut faire le parallèle avec Justin Gaethje dans le sens où les gens le regardent aussi pour ses comebacks, parce que c'est vrai que contre Dustin Poirier, on voyait les commentateurs, tout le monde sur Twitter disait bon bah ok, le mec est en sang, le mec est dominé, mais on sait qu'à chaque fois il revient. Sauf que le problème, c'est que là maintenant à 34 piges, est-ce qu'il peut toujours revenir? C'est un peu ça la question. Et aussi, moi, je me demande, il y a évidemment cette question de fierté que tu disais d'un mec qui vient des street fight, mais aussi le gars, après l'UFC 205, il s'est fait pourrir. Mais on est obligé de préciser que Eddie Alvarez est l'un des meilleurs lightweight de l'histoire, parce que je pense que pour le grand public ou les gens lambda, ils se disent, mais c'est juste le mec qui s'est fait défoncer par McGregor. Et je sais que quand je montre le combat de l'UFC 205 contre Conor McGregor, les gens ils disent, ah c'était facile pour McGregor, il a combattu un mec lambda, quoi. Ouais, c'est terrible. C'est ce que disait Rust. Je parlais un petit peu avec lui avant donc coucou à Rust, hein, d'ailleurs, au passage. Bisous. Ce qu'il disait, c'est qu'en gros, on sent un peu cette pression de la part d'Alvarez d'essayer de faire le all-out, enfin de tout donner dans ces combats-là, quitte à massacrer son game plan et se faire détruire, parce qu'il a la honte en fait de ce qui s'est passé en fait, de ce qui s'est passé sur ce dernier combat. Et c'est vrai que le combat contre McGregor éclipse ce qu'il a achevé pendant toute sa carrière, et c'est vraiment vraiment dommage. Parce que je vous enclin quand même. Eddie Alvarez, il a une carrière quand même assez incroyable, et il ne faut pas se laisser en fait aveugler par le combat contre McGregor. McGregor, il a cette capacité de faire passer les gens pour des amateurs alors qu'ils sont incroyables. C'est un peu ce qui est arrivé avec José Aldo quand même en 13 secondes. Les gens avaient oublié qui était José Aldo, alors que José Aldo c'est une légende quoi. Et donc voilà. Bon bah, est-ce que ce combat va sonner la rédemption pour Eddie Alvarez? Je sais pas. On verra, mais ça peut jouer contre lui effectivement, cette pression qu'il a depuis la défaite contre McGregor. Réponse ce samedi. Et donc le troisième combat de la soirée, Henry Cejudo contre Sergio Pettis. Vraisemblablement, le vainqueur aura droit au title shot contre Demetrius Johnson notre cher TJ Dillashaw pour la fameuse ceinture flyweight. C'est hyper intéressant dans le sens où Sergio Pettis, lui, il est vraiment sur la pente ascendante là, sur tous ces derniers combats. Petit frère d'Anthony Pettis, pour les fans de MMA, qui affrontera donc Henry Cejudo. Henry Cejudo, en fait, qui a bien rebondi après ses 2 défaites consécutives contre un peu les top fighters de la catégorie flyweight, et qui là, en fait, reste vraiment sur un énorme KO contre Wilson Reis. Il a bien rebondi après sa défaite par KO, donc contre Demetrius Johnson, puis par décision partagée contre Joseph Benavidez, une décision qui était quand même assez discutée ensuite par Dana White lui-même, et puis par bon nombre d'observateurs de l'UFC puis de MMA en général. Ouais, c'est vrai que c'était un combat qui était assez controversé, et ces 2 défaites qui ne sont absolument pas humiliantes en fait quand on regarde le pédigré en fait des deux adversaires, hein, Demetrius Johnson et Benavidez, qui est le Polydor de la catégorie flyweight, enfin l'éternel second, c'est un peu triste d'ailleurs. Là pour le coup très probablement c'est le combat qui va déterminer le title shot. S'il n'y a pas le super fight entre TJ Dillashaw et Demetrius Johnson, et même dans le cas d'un super fight entre TJ Dillashaw et Demetrius Johnson, hors cas où il y aurait une revanche qui serait programmée,
Effectivement, là, si, le vainqueur de cette opposition se verra attribuer un title shot. Donc Henry Cejudo, on le connaît, très bon lutteur parce que il a un passif olympique, mais aussi c'est vraiment champion olympique, champion olympique, ouais, tout à fait. Putain, j'ai mal révisé mes fiches. Oh mon Dieu. Médaille d'or olympique, c'est vrai, il faut le dire. Et en fait, c'était marrant parce qu'il a vraiment changé son style sur les derniers combats qu'il a fait, depuis la défaite contre Demetrius Johnson, parce que auparavant, il misait un peu sur sa taille et sur sa lutte pour en fait exprimer une espèce de striking qui ressemblait un peu à du Muay Thai, mais pas super poli, tu vois, pas très peaufiné. Mais en fait, toutes les failles de son game étaient compensées par le fait que c'était un lutteur de talent et que du coup, si ça tournait chocolat pour lui, il pouvait toujours amener l'adversaire au sol ou même l'étouffer en clinch. Et en fait, depuis sa défaite contre Demetrius Johnson et même après sa défaite contre José Benavidez, il semblerait qu'il ait pris une autre direction. Et ça s'est vu dans son combat contre Wilson Reis, où en fait, il adopte une posture qui serait plus semblable à celle des karatékas, en fait, du karaté à la touche, un peu du karaté Shotokan, de toutes ces écoles-là, en fait, qui est un peu celle aussi adoptée par Conor McGregor, d'ailleurs, et surtout, le meilleur représentant pour ça, c'est Lyoto Machida. C'est d'ailleurs une garde très ample, de gros déplacements, beaucoup de déplacements latéraux, et en fait des explosions sur des courtes combinaisons et encore mieux chercher le contre en fait, et c'est comme ça qu'il a chopé Wilson Reis. Le combat est très très impressionnant pour ça. C'est très intéressant de voir un combattant de l'âge de Henry Cejudo, il a 30 ans, ça paraît jeune, mais c'est pas si jeune que ça en fait pour les combattants, changer radicalement son style comme ça, c'est assez impressionnant. Et moi je pense que je paierais pour voir un Henry Cejudo versus Demetrius Johnson 2, parce que je pense qu'il apporte quelque chose de nouveau sur la table. Oui, et puis il débute, faut pas oublier que quand même son premier combat pro c'était en 2013. Et effectivement, quand il a eu très rapidement son title shot, un peu trop tôt d'ailleurs, je pense, contre Demetrius Johnson. Donc là, il a effectivement la possibilité quand même d'évoluer pas mal en fonction de ses lacunes, quoi. Sachant qu'elles étaient quand même assez criantes pour tout ce qui était striking. Ouais, non, c'est vrai. C'est le malheur de cette catégorie. Cette catégorie, en fait, à l'UFC, elle est construite autour et uniquement pour, en fait, Demetrius Johnson. Ce qui fait qu'en fait, la plupart des combattants sont là pour servir de faire valoir. On leur permet pas de faire une évolution complète, en fait, de leur jeu. Un truc tout con, c'est que, par exemple, il n'y a jamais de main event flyweight hors cas de combat pour le titre. Ouais. Et donc, du coup, les combattants, avant de combattre Demetrius Johnson, ils ont jamais la possibilité de faire des combats de 5 rounds. Jamais, parce qu'en fait, les combats de 5 rounds, c'est pour les main events ou pour les combats pour le titre. Donc, du coup, Demetrius Johnson, lui, il enchaîne, en fait, les combats de 5 rounds, et il a une préparation qui est vraiment affûtée pour ça, alors que tous ces challengers potentiels, eux, ne peuvent pas, en fait, s'entraîner sur 5 rounds, avoir vraiment cette expérience-là, et ils arrivent vraiment avec un désavantage certain contre Demetrius Johnson. Et en plus de ça, et la plupart du temps, ils se sont jetés au lion beaucoup trop tôt. C'est arrivé à Henry Cejudo, c'est arrivé à Kyoji Horiguchi, c'est même arrivé... d'une certaine manière à Wilson Reis. C'est dommage. Cette catégorie est vraiment très mal gérée en fait par l'UFC, on peut le dire. Et donc c'est intéressant de voir Sergio Pettis aussi parce que là j'ai beaucoup parlé de Cejudo, mais d'avoir fait une évolution qui est un peu à l'inverse de son frère en fait. Sergio Pettis a commencé comme un peu on va dire le petit frère, mais un peu moins talentueux qu'Anthony Pettis, parce qu'il n'était pas champion. Il a perdu dans ses premiers combats, il en a perdu un contre Ryan Benoit, je crois, et un autre, je sais plus contre qui, mais bon, c'était un peu le mec qui avait du talent, mais qui était moins consistant que son frère. Et en fait, sur ces derniers, ça fait, je crois, il a une streak de 3 ou 4 victoires là. Il a réussi à se remobiliser et à reconstruire un game qui est plus efficace, où il arrive à moins se laisser enfermer, moins se laisser étouffer par la lutte de l'adversaire, et à faire un peu valoir ses capacités athlétiques et ses capacités, on va dire, en striking. Et donc, franchement, là, le combat, c'est un combat vraiment intéressant pour la catégorie. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que, finalement, Demetrius Johnson, il voudrait, lui, que le combat contre TJ Dillashaw se fasse en catchweight? C'est triste. En fait, on peut reprocher beaucoup de choses à Demetrius Johnson. Je pense qu'il en paye lui-même les conséquences en fait. C'est quand même le champion le plus dominant, mais aussi le moins aimé en fait de l'UFC quand on y réfléchit. Et en fait, c'est tout con, mais c'est vraiment juste une question d'attitude.
Il y a beaucoup de gens qui essayent de trouver des excuses en disant ouais mais c'est parce que c'est des petits, les gens sont pas intéressés et tout. Alors que Il y a faux. deux choses, c'est faux parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à la catégorie strawweight des femmes où c'est des gabarits encore plus légers, donc pour moi c'est un argument qui tient pas debout en fait. Il y a deux raisons pour lesquelles en fait tout le monde s'encarre de cette catégorie et du champion entre guillemets. La première raison, c'est qu'elle est mal gérée, comme je l'ai dit. Il n'y a pas de build-up, il n'y a pas de promotion, il n'y a rien. L'UFC n'investit absolument pas dans cette catégorie. Et deuxièmement, le Demetrius Johnson c'est pas un conquérant, quoi. Il s'impose des challenges dont tout le monde se fout. Enfin, moi, j'en ai rien à carrer qu'il fasse 15 défenses de titre dans la catégorie flyweight. On s'en tape, il n'y a personne dans cette catégorie. Enfin, je suis un peu sévère, mais c'est vrai, tu vois. Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il affronte un Dominic Cruz, qu'il affronte un TJ Dillashaw, qu'il se sorte un peu les doigts, quoi. Et ça paraît un peu bizarre ce que je dis, parce que c'est très confortable pour moi, qui ne suis pas du tout combattant, de dire ça. Mais moi, je dis... tu peux pas condamner en fait les effets dont tu chéris les causes, parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire Demetrius Johnson il fait ah ouais c'est dégueulasse, les gens sont pas intéressés par moi alors que j'ai tant de victoires dans cette catégorie, mais dans le même coup il va dire ouais mais moi j'ai pas envie de perdre mon titre, donc on fait un combat en catchweight contre TJ Dillashaw, j'ai pas envie de tenter de prendre la ceinture des bantamweight et tout. Enfin, il est très timide, quoi, très très froid, et je pense qu'il y a que ça, c'est la seule raison pour laquelle les gens l'aiment pas, parce que dans l'octogone il est super impressionnant. C'est un mec plutôt sympathique d'ailleurs au demeurant, il est pas moche et tout, donc il y a aucune raison que les gens l'apprécient pas. C'est juste ce côté, cette attitude timide, timorée en fait, qui est fatigante, et aussi franchement entre nous, on s'en tape de ces 15 défenses de titre, ça, franchement on s'en fout, quoi. Enfin, Après d'un autre côté c'est toujours la même chose, il faudrait aussi qu'il y ait un peu la petite carotte financière et l'effort financier qui fait que l'UFC pourrait un peu favoriser cette prise de risque, parce que c'est toujours la même chose. Le véritable problème en fait de la catégorie, c'est qu'il est 15 000 km au-dessus de la concurrence. Donc forcément, si on laisse les prospects, par exemple, si on avait dit à Wilson Reis, Cerudo de continuer à enchaîner les victoires, ça veut dire que Demetrius Johnson, pendant 1 an, ou 2 même, il n'aurait pas combattu. Ah ouais, mais c'est le problème en fait aussi de combattre une fois tous les 3 mois. Hein. C'est en fait les qualités de Demetrius Johnson sont à la fois ses défauts, c'est-à-dire qu'en fait et aussi mais je pense que c'est vraiment c'est un cercle vicieux, dans le sens où l'UFC n'investit pas de thunes parce qu'ils savent que ça rapporte pas, mais ça rapporte pas parce qu'ils investissent pas de thunes là-dedans en fait. Ouais. Et c'est vrai que s'ils faisaient déjà, moi je pense un truc tout con, s'ils faisaient plus de main event flyweight en vendant un peu plus les combattants, cette catégorie aurait un peu plus de gueule, quoi. Moi je suis sur le cul, ils ont lâché Kyoji Horiguchi, ils ont lâché Ali Bagautinov, ils ont lâché ces mecs-là. C'est des gens qui maintenant sont partis à la concurrence, alors que c'est des gens qui étaient capables de faire vivre cette catégorie. Donc après c'est toujours le risque en fait, c'est ça, c'est vraiment Dimitrius qui fout la merde à être trop chaud, parce que imaginons il y a un énorme build-up en mode ça va être le choc de l'année, par exemple tu vois Wilson Reis, Demetrius Johnson, le clash des titans machin, et le mec se fait torcher la gueule, tu vois. Moi, je pense déjà que si on permettait aux combattants de faire plus de combats de synchrone, ils seraient moins dépassés par... Oui, ça aussi, mais ça, c'est vrai que il faudrait changer. C'est parce que quand tu regardes le combat, par exemple, contre Kyoji Horiguchi, je reviens je suis biaisé, je suis un fan de Kyoji Horiguchi, je l'admets. Mais quand tu regardes les 2 premiers rounds, le combat, il est compétitif. Ouais. Passé le 3e round, le combat n'est plus du tout compétitif. Ouais. Et c'est vraiment, on sent qu'il y a une espèce de... il y a un manque d'expérience de la part des gens et tout. Bon, faut voir ce qui va se passer à l'avenir. Moi, j'aimerais bien que le combat se fasse quand même en flyweight. Ce serait agréable. Enfin, c'est ce qui sauverait la catégorie, en fait. Genre, si TJ Dillashaw arrive et bat Demetrius Johnson, ça redonne un second souffle à la catégorie, quoi. Mais ça donne un second souffle, comme tu dis, à la catégorie, mais je pense pas que ça serve Demetrius Johnson. Alors que le contraire, il pourrait y avoir des personnes qui se mettent tout d'un coup à s'intéresser au flyweight, dans le sens où il se dira tiens, le champion est quand même allé chercher la ceinture, surtout s'il la gagne, alors que là ça fera encore Demetrius Johnson qui essaye de défendre son petit lopin de terre là, et puis t'as TJ Dillashaw qui arrive, qui vient juste d'être champion en plus, qui est prêt quasiment à tout perdre contre le champion le plus dominant de l'histoire.
Ça se défend aussi comme point de vue. Moi, personnellement, je pense que c'est un peu une cause perdue, cette catégorie pour l'UFC. C'est à moins qu'il tombe sur une espèce de mini Conor McGregor dans les années qui viennent. J'y crois pas vraiment. Je pense que Dimitri Johnson va se planquer entre guillemets. Il va avoir sa petite carrière tranquille. Il va pas chercher à se surpasser. Et les gens n'en ont rien à foutre, quoi, rien à secouer. Et bon, c'est dommage, mais c'est comme ça, quoi. Et je pense pas que. Je suis même pas certain que le combat avec TJ Dillashaw se fasse, en fait. Pour être tout à fait honnête, ils en parlent, mais je sais pas. On verra. J'espère que l'avenir me donnera tort, parce que c'est une catégorie qui est intéressante en soi. Il y a des gens qui sont très bons. Par exemple, ce combat-là qu'on va avoir ce week-end, il est très intéressant. Il faut le voir, et c'est dommage qu'il passe un peu sous les radars, parce que c'est vraiment d'un point de vue technique et de style d'opposition, parce que là, on a un lutteur devenu striker qui combat un striker devenu anti-lutteur. Donc c'est assez intéressant, quoi. C'est assez excitant, en fait, comme combat. Et le problème, c'est que comme tout le monde s'en carre l'oignon, en fait, de cette catégorie, ça passe un peu sous les radars. Bon. Dommage, mais place au co-main event. Co-main event qui a des allures de main event pour nous, Français, et pour tout amateur de parpaing de l'espace. Entre Alistair Demolition Man, The Ream, Overeem et Francis the Predator Ngannou. Voilà. Ça va être... ça promet, parce qu'en soi, on peut tout imaginer. Entre, d'un côté, Francis Ngannou qui vient tout juste d'être auréolé du titre de recordman de la plus grosse frappe du monde. Ce qui est quand même pas mal sur le CV. Ouais, c'est un combat qui, je pense, va pas falloir cligner les yeux, en fait. Non. Vraiment, va falloir rester concentré tout le long. C'est un combat qui est très... C'est marrant parce qu'en fait, les deux catégories les plus boiteuses, je pense, de l'UFC sont mises côte à côte sur la carte. C'est-à-dire, on a les flyweight et les heavyweight. Et en fait, je suis un peu sévère boiteux. On va dire où il n'y a pas vraiment de chair fraîche. Ouais, voilà, il manque un peu de nouvelles figures et tout. Et c'est vrai que là, pour le coup, Francis Ngannou, c'est un peu l'espoir de l'UFC là-dessus. Parce qu'il apporte quelque chose de nouveau, il est jeune, il est ultra charismatique, il a des victoires qui sont impressionnantes, il a un style qui plaît aux foules. Donc c'est vraiment, ils ont tout à gagner à ce que Francis Ngannou batte Alistair Overeem. Mais c'est compliqué, hein. Moi, j'ai vraiment peur que ce soit vraiment un peu la marche un poil trop haute, parce que quand on regarde, certes, c'est vrai que ses victoires, elles sont hyper impressionnantes, même sa soumission qui est pas très propre, elle est surpuissante, mais là, on passe quand même d'un gars qui enchaînait les KO contre des nobody ou des légendes en fin de carrière, au mec qui est quand même challenger numéro 1, et qui en soi, on peut dire que ça fait 10 piges qu'Alistair Overeem n'affronte que des légendes, quoi. Ouais. En fait, il y a un vrai... C'est marrant parce que l'opposition entre Alistair Overeem et Francis Ngannou, c'est vraiment entre quelqu'un qu'on connaît par cœur et quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, en fait. Parce que Ngannou, on sait rien sur ce type, en fait. On en parlait avec Russ, justement, c'est que c'est le grand mystère. On sait qu'il tape fort, on sait qu'il est très athlétique, on sait qu'il apprend très vite aussi. Parce que quand on regarde son premier combat à l'UFC contre Luis Enrique, où il se faisait mettre au sol et c'était un peu compliqué pour lui. Et son deuxième combat à l'UFC contre Curtis Blade, qui est un des meilleurs lutteurs poids lourds meilleur lutteur poids lourd au monde, et tu vois la takedown de défense de Francis Ngannou, elle a évolué mais de manière incroyable, en fait. Et donc c'est quelqu'un qui évolue très vite, qui apprend très vite, qui est très très efficace, mais on sait pas s'il a de cardio, on sait pas s'il a du mental aussi, on sait pas ce qu'il vaut quand il sera blessé ou quand il sera secoué dans un combat. On ne sait pas s'il a la discipline de rester concentré sur un game plan. Enfin, tout ça, c'est des inconnus. Je ne dis pas qu'il ne les a pas. C'est juste que je ne sais pas. Tandis que Alistair Overeem, on connaît ses faiblesses, on connaît ses forces, quoi. C'est quelqu'un qui est assez fragile physiquement, parce qu'il a une longue carrière, il a pris beaucoup de KO, et donc il se fait arrêter assez souvent, en fait. Mais je pense que son menton de verre, entre guillemets, est trop mis en avant. Et qu'en fait, ça cache quelque chose, c'est que c'est peut-être un des plus grands techniciens poids lourds actuels. Ah oui. Mais même certainement, on peut même dire que malgré son âge qui est quand même assez avancé, donc de 37 piges pour un combattant, sachant que là en et plus 20 ans de carrière. 20 ans de carrière, et là ce sera son 60e combat professionnel en MMA.
Enfin, c'est impressionnant. c'est énorme, c'est énorme. Et on peut dire, enfin, moi je pense qu'il a jamais été aussi fort, hormis justement toujours ce fameux menton qui est quand même. Enfin, s'il n'y avait pas ce menton de verre, il serait champion depuis. Ah oui, mais en fait, je pense qu'en fait, on prend le problème dans le mauvais sens. Je pense qu'il a développé ce style-là justement parce qu'il avait un menton de verre. De tout ce nouveau style, ce Oui. Econorim style, où il a commencé à vraiment plus se déplacer, plus Ça et à l'USADA, les angles. Ça et l'USADA, ouais, tout à fait. Faut pas se cacher. Mais en fait, maintenant, cette faiblesse apparente est devenue une force. Mm. Et il y a des combats qu'à mon avis, il n'aurait pas gagné en étant Uberim, Ouais. qu'il a gagné. Je pense que contre, par exemple, contre Junior Dos Santos, le Alistair Overeem du Strike Force n'aurait pas gagné contre Junior Dos Santos. Mhm. Enfin, c'est mon avis, quoi. Et en revanche, le nouveau Alistair Overeem, il a frustré Dos Santos, il l'a poussé à commettre une erreur et il l'a snipé. Et je dis ça juste pour que les gens le sachent, mais Alistair Overeem, c'est celui qui a le taux de précision sur ses frappes le plus élevé de tout l'UFC, toutes catégories confondues. Ouais. Il a un taux de précision de 80%, c'est-à-dire sur 10 attaques, il y en a 8 qui touchent, ce qui est incroyable. La moyenne, normalement, des combattants de l'UFC, c'est 60-50% à peu près. C'est énorme. Donc en fait, il touche très fort, il s'économise beaucoup, il va avoir un jeu qui est beaucoup fondé sur les déplacements, où il va chercher à esquiver l'enfermement, quitte à parfois courir, mais lui, il s'en tape, il n'a pas de problème de fierté avec ça. Tout l'inverse, par exemple, d'un Eddie Alvarez. Et il va sniper l'adversaire ou l'adversaire s'y attend le moins. Et il est capable de tout faire. Il est capable de faire des high kicks, des flying knees. Son crochet du gauche, il est juste terrifiant. Donc c'est vraiment un adversaire qui... Et il est bon au sol aussi. Hein. On tend à l'oublier, mais le ground game is good. Ah non, c'est vrai, il peut soumettre et tout. Donc c'est un adversaire qu'il faut vraiment jamais le sous-estimer, quoi. Et je pense que moi aussi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est un peu trop tôt pour Francis Ngannou, même si je pense qu'il a ses chances. Hein, c'est pas le problème, mais c'est juste que c'est difficile pour Francis Ngannou parce que Francis Ngannou n'a pas encore l'expérience de la difficulté. Et c'est difficile pour Francis Ngannou parce que tu peux pas te préparer contre Alistair Overeem. Tu peux pas trouver de sparring partner qui combattent comme lui ou qui ont le même style. Donc c'est vraiment compliqué, mais c'est un match qui va être très très intéressant. Ngannou, il fait vraiment d'énormes progrès. Il est assez impressionnant dans ses qualités. Ce que je peux dire, c'est que il est très explosif. Il a des mains qui sont très très lourdes. Il est capable d'avoir un game plan. J'ai dit qu'on ne savait pas s'il était capable d'avoir un game plan. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne sait pas s'il est capable de se tenir au game plan. Mais il est capable d'appliquer en fait le game plan. Ce qu'il a fait contre Andrei Arlovski, par exemple, c'était très intelligent. Tu vois, le pousser à venir sur sa fameuse droite pour le contrer sur un uppercut, c'était quelque chose qui était très intéressant à voir. C'est quelqu'un qui est capable aussi de faire tout, enfin, de kicker, de puncher. Il est même capable de soumettre. Maintenant, on le sait. Donc, c'est vraiment un combat très très intéressant. Francis Ngannou ne doit pas tomber dans le piège de la plupart des adversaires d'Overeem, qui est de chercher absolument le chaos. Je pense que ça, c'est vraiment le piège de tous ceux qui affrontent Overeem. Ils se disent il a un menton de verre, donc on peut le mettre facilement KO. Donc ils se concentrent là-dessus. Et comme Overeem les frustre et leur donne pas l'occasion de s'exprimer, ils commettent des erreurs. Tu vois. Et je pense que si Francis Ngannou il a une attitude un peu plus calme, posée, stoïque, qui construit son combat, qui se dit bon là je vais gagner ce round-là, là je vais gagner ce round-là, là je vais gagner ce round-là, tu vois, pas à pas, coup par coup, il pourrait gagner même facilement en fait, avec les qualités physiques qu'il a. Mais c'est juste que est-ce qu'il est capable d'avoir la patience et aussi la discipline tout simplement. C'est intéressant. Enfin, après, c'est ça, ouais. Après, moi ce qui me fait peur aussi pour Overeem, c'est que ce sera un combat en 3 rounds quand même. C'est un combat en 3 rounds et on sait effectivement, donc il y a ce côté menton de verre que toi tu veux tempérer, mais moi par exemple le combat contre Stipe Miocic, il partait bien. Bah voilà, ça s'est terminé par un sale KO. Et même le dernier combat contre Verdum, certes il l'a remporté par décision majoritaire, mais on se souvient que c'était Overeem, c'était home run. Franchement, c'était home run vers la victoire. Il s'est fait clipper, c'était au 2e round. Et à partir au troisième. C'était au 3e, ouais. Et au 3e, et à partir de ce moment-là, c'était survie, mais... survie. Et sachant qu'en plus, c'était Fabricio Verdum qui, certes, a fait des énormes progrès en striking, mais ça reste Verdum. Et je pense que moi, en 3 rounds, un mec comme Ngannou, il aura pas forcément peur, à mon avis, d'un problème de cardio. Et il y a quand même un risque énorme, même si Overeem va je pense,
le dominer en striking qui puisse toucher Alistair. Et quand Alistair va se faire toucher, c'est là que ça pourrait être un peu compliqué. Je pense que oui, c'est sûr que si Alistair Overeem se fait clipper à un moment donné par Ngannou, ce sera la fin des haricots, parce que ce que n'a pas été capable de faire Fabricio Verdum, c'est de finir Overeem, c'est parce qu'il n'avait pas suffisamment de puissance physique. Ngannou, lui, je pense que ce sera pas son problème. Ce qui peut se passer, en fait, ce qui peut se produire, c'est que sur 3 rounds, Alistair Overeem est vraiment capable d'éviter toute confrontation et juste frapper au moment où il pourra frapper. Ce qui peut se produire en revanche, et ce qui serait contre Overeem, c'est qu'à un moment donné il y a un échange, quoi, il y a un accrochage. Et en fait là c'est vrai que là, je te rejoins, il n'en faudrait pas plus en fait pour Francis Ngannou. Mais encore une fois, je pense que c'est pas la clé de la victoire contre Alistair Overeem. On peut pas en fait miser sur un échange ou sur un coup. Il faut avoir une stratégie. Bon, je dis ça, je suis même pas pro, je suis pas le coach de Ngannou, c'est pas à moi de lui dire ça, mais je pense que c'est ça en fait l'approche qu'il faut développer contre Overeem. Ouais, non, vraiment, tout à fait. Mais c'est de casser. Pardon, vas-y. Moi, c'est juste en fait ce risque de. Il faut effectivement un game plan dans tous les cas. Mais c'est toujours ce risque de, même si Alistair Overeem va avoir son game plan, va rouler sur l'adversaire, il suffit d'un coup, on l'a vu contre Silva, contre Roy Nelson, il y a un moment c'était un peu panique, Travis Browne aussi, ouais. C'est un peu ça, moi, qui me fait peur, c'est dans le sens où, avec Overeem, on en avait parlé la dernière fois, quand on le regarde, on n'est jamais serein. Parce qu'on sait que ça peut se barrer en couille au moindre coup, quoi. Mais c'est ça qui rend le combat très excitant à regarder aussi, oui. Pour être tout à fait honnête, c'est que c'est un funambule Overeem. Il est tout le temps sur la corde raide, il tente des trucs et c'est ça qui le rend aussi excitant, hein. Moi je pense que c'est aussi pour ça qu'il a continué sa carrière. C'est ma théorie à propos d'Alistair Overeem. Pourquoi il s'est pas arrêté alors qu'il s'est fait je pense qu'il s'est fait arrêter plus d'une dizaine de fois, ce qui est quand même assez incroyable et tout. C'est que je pense qu'en fait il y a cette espèce de côté roulette russe. En fait, il est tellement talentueux que si en fait justement tout se passe bien, il gagne. C'est très rare qu'il perde. Je pense que c'est presque jamais arrivé qu'il perde à la décision. Enfin, en début de carrière, ça a dû lui arriver, mais qu'il se fasse dépasser par un adversaire sans être terminé entre guillemets. En fait, Alistair Overeem, généralement, il gagne les combats jusqu'à ce qu'il les perde. C'est ce qui se passe en fait. Et je pense que c'est ça qui, à mon avis, il doit être vraiment drogué à cette sensation, cette espèce d'adrénaline de se dire putain, je suis talentueux, mais il y a mon physique qui se rebelle contre moi, quoi. Si je peux faire un peu de psychologie de comptoir à propos d'Alistair Overeem, parce que il a une carrière quand même assez incroyable, ce mec, c'est fou. Qui revienne à son âge là parce que là, s'il gagne contre Ngannou, c'est le title shot direct ce serait beau quand même. Ouais, ce serait pas mal. Bon, moi, je me dois d'être supporter de Ngannou, hein, évidemment, mais c'est vrai que ce serait marrant ce serait vraiment trop drôle qu'Alistair Overeem devienne champion de l'UFC, quoi. Parce que là, il aurait eu tous les titres possibles et imaginables. Enfin, à part peut-être une médaille olympique en boxe, je sais pas ce qui me manquerait, tu vois. Parce que bon, mais en tout cas, le combat va être assez fou, hein. Il faut pas le manquer, celui-là. Ça va être impressionnant, et ce qui est encore plus impressionnant, c'est si Francis Ngannou gagne, ensuite ce sera title shot, vraisemblablement, hein, parce qu'il pourrait y avoir Cain Velasquez ensuite contre Stipe Miocic, mais si on suit un peu ce qui devrait logiquement se passer, ce serait donc Ngannou-Miocic. Et là, donc, Ngannou, en ayant commencé le MMA à l'été 2013, il aurait son title shot en 2018. C'est assez ouf. Je pense qu'il aura le title shot. On parle de Cain Velasquez, mais Cain Velasquez, il n'est pas dans la course, hein. Vraiment, on va être très honnête. C'est un sport business. C'est un business. Et Cain Velasquez, les gens, même s'il y a beaucoup de fans, ça fait trop longtemps qu'il est plus là. Donc, si Ngannou, mettons que Ngannou torche Overeem, là, c'est bon, c'est vendu, quoi. Il a le ticket pour le titre. Ça, c'est clair. Donc voilà, donc ça fera quand même gros step up pour notre ami Ngannou, mais bon, on va voir ce qui se passe. Qui ne tente rien à rien, hein. Exactement. Ça, la chance sourit aux audacieux. Par contre, c'est un peu moi ce qui m'inquiète, c'est dans l'optique d'une défaite avant les pronos. On en fait quoi de Francis Ngannou ? C'est vraiment ce qui me fait peur, parce qu'Overeem, on sait plus ou moins. Enfin,
Si Overeem, là, par exemple, il va perdre, bah, il retournera combattre un peu tous les mecs qu'il y a, et puis voilà, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Pour Francis Ngannou, une défaite, là, on se dira, ok, c'était un peu la marche, c'était un petit peu trop rapide par rapport à sa progression, mais ensuite, tous les prochains combats, ça sera un peu risqué, parce que je trouvais que le combat qui était prévu en fait à la base pour Ngannou, il devait être comme un event en fait de l'UFC 215 contre Junior Dos Santos. Et là, je trouvais que c'était encore une progression dans cet adversaire, évidemment par rapport à Andrei Arlovski, mais Junior Dos Santos, c'est l'intermédiaire un peu entre jusqu'au top niveau qui représente Alistair Overeem. Ouais, mais ouais, il est jeune quand même, Ngannou. Je veux dire, même s'il perdait là, en plus, je pense que s'il perd, ce sera par décision. Je pense pas qu'il se fasse torcher. Je pense qu'il pourrait se reconstruire. C'est la catégorie poids lourd, il y a personne de toute façon. Ils arriveraient à dire bon bah c'était trop tôt pour lui, mais bon c'est Alistair Overeem et puis voilà quoi. Enfin, il faut pas trop s'inquiéter, je pense que. Enfin, à ce niveau-là, c'est... Nous verrons bien. Et le main event. Alors moi, je suis assez excité. Je suis même plus excité par ce main event là qui remplace en fait le main event qui devait y avoir. Ça devait être à l'origine Max Holloway qui allait défendre sa ceinture featherweight pour la première fois contre Little Frankie Edgar, mais Frankie a eu la bonne idée. On est tout cœur avec lui pour cette épreuve qui, je le pense, est difficile pour lui. Qui s'est blessé en fait à l'épaule il y a 2 semaines à peine et qui est remplacé au pied levé par José Aldo. José Aldo qui a perdu sa ceinture par KO au 3e round contre Max Holloway au Brésil il y a quelques mois. Donc évidemment, bim bam boum, revanche entre Max Holloway qui est donc sur la plus longue série de l'histoire de la catégorie featherweight, qui bat en fait tous les records de la catégorie, qui affronte José Aldo, qui est, je pense, Mathieu, on peut le dire, le plus grand featherweight de l'histoire. Ouais, bah c'est ce que je disais un peu quand je parlais d'Eddie Alvarez, c'est qu'on a tendance à oublier qui est Aldo, et Aldo c'est une légende, quoi. C'est peut-être un des champions les plus dominants, et ah oui. Il a quand même été invaincu pendant 10 ans, quoi. Enfin, c'est un mec assez incroyable et puis très très agréable à regarder combattre. Ouais. Moi j'aime beaucoup Aldo. Ça va être très difficile d'être impartial sur mon analyse, parce que j'aime beaucoup Max Holloway, mais je suis plus fan d'Aldo qu'Holloway en fait. C'est une question de génération, je pense. c'est aussi con que ça, mais il a une carrière de dingue. Je pense qu'il a vraiment en plus fait évoluer le game. Il a fait changer il a changé le paradigme dans cette catégorie qui était dominée avant par les lutteurs, et il a vraiment apporté un jeu d'anti-lutte. Maintenant, des choses toutes connes que beaucoup de combattants font, en fait, sont inspirés de ce que fait Aldo très très bien. Par exemple, le fait de donner un single leg au lutteur pour ensuite pivoter et dégager sa jambe en lutte, au lieu juste de tout simplement sprawler, c'est-à-dire de s'avachir un peu sur l'adversaire. Enfin, c'est des trucs qui maintenant sont tout cons et sont entrés dans le game, mais c'est des trucs que les gens ne faisaient pas avant José Aldo. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment fait évoluer le jeu, et c'est pour cette raison qu'il était invaincu. Et là, il a perdu assez durement contre Holloway. Ouais, triste, c'était triste, mais c'est triste parce que là, c'est terrible parce qu'en un an et demi, 2 ans, tous les nouveaux fans, en fait, ne se rendent pas compte du champion qu'il était, alors qu'entre-temps, entre la défaite en 13 secondes contre McGregor et ce terrible, on peut dire, KO humiliant en plus contre Max Holloway, qui était en plus chez lui, il y a eu quand même une grosse domination contre Frankie Edgar à l'UFC 200. Ouais, mais encore une fois, je pense que c'est stylistiquement parlant, en fait. C'est-à-dire que Aldo, je pense pas qu'il soit shut down sur son physique ou sur sa mentalité, comme certains laissent à le penser. Je pense juste qu'en fait, c'est trop tard pour lui pour changer son style de combat. Et il a un style qui est vraiment trop calibré sur comment les gens combattaient il y a 4-5 ans, quoi. Enfin, et typiquement, Edgar, par exemple, je pense que Aldo pourrait combattre 10 fois Edgar et il pourrait battre 10 fois Edgar d'affilée, en fait. Alors qu'Edgar, c'est quand même un des plus grands lightweight et un des plus grands featherweight de tous les temps. C'est juste une question de style, en fait. Et Max Holloway, c'est vraiment la nouvelle génération de combattants c'est plus vraiment des lutteurs, c'est plus des strikers, c'est des gens qui sont vraiment dans la transition. Ils scrapent vraiment super bien, ils scramblent super bien, c'est-à-dire ils vont tenter un truc en lutte, puis ils vont enchaîner sur des coups, puis ils vont switcher
de garde et puis ils vont tourner sur l'adversaire. Enfin, le game a vraiment évolué pour le coup là-dessus. Et Aldo, il est un peu statique, il est un peu flat-footed, il a une garde un peu traditionnelle de Muay Thai qui était assez efficace parce qu'il avait un jeu de pivot, c'est-à-dire il pivotait très bien et puis il désaxait très bien. C'était un peu à la manière d'un toréador en fait. C'était très efficace contre les lutteurs, mais c'est pas aussi efficace que ça contre des purs strikers en fait. Et c'est ce qu'a démontré déjà Conor McGregor, et puis ensuite encore mieux, je trouve que la victoire de Max Holloway est encore plus convaincante parce même s'il perd les 2 premiers rounds, Holloway n'était jamais, hormis le micro knockdown qu'il a au premier round, n'était jamais vraiment en risque. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est par un jeu de feinte et par un jeu de harcèlement constant en fait de José Aldo, par des jabs au corps, constant, il lui mettait la pression à un rythme effréné. Aldo, qui d'habitude n'a pas vraiment beaucoup de problèmes de cardio, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est quelqu'un qui arrive à bien gérer son combat, mais il était épuisé au 3e round en fait, même s'il n'avait pas pris beaucoup de coups. Et c'est pour ça qu'il a perdu en fait. Donc je suis très excité par ce combat, mais à la fois très inquiet pour Aldo, parce que je me dis, est-ce qu'il sera capable d'amener quelque chose de nouveau sur la table contre Holloway, en fait, ce jour-là, quoi. Et d'un autre côté, moi, j'aime bien l'attitude de José Aldo. Parce que là, il est un peu conquérant dans le sens où le gars arrive quand même en short notice. José Aldo, qui est quand même très précautionneux d'habitude, il faut que tout soit tout calculé, tout est prévu. Là, il est comme un mort de faim, sachant qu'en plus, il devait combattre Ricardo Lamas à Winnipeg dans 2 semaines, 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Donc tout était déjà prévu pour lui. Et là, il se précipite un peu vers, pour une revanche, au risque de perdre beaucoup de choses, parce que si effectivement il perd contre Max Holloway, il faut qu'il y ait un autre champion pour une trilogie. Enfin, pour un nouveau title shot, pardon. Ouais. C'est vrai qu'il fait un peu un all-in. Je pense que c'est du pragmatisme de la part d'Aldo. Il sait que de toute façon, sa carrière, elle commence un peu à se terminer, quoi. Donc c'est un peu le moment ou jamais. J'aime bien aussi cette attitude. Je pense que ça peut présager de bonnes choses. Ouais. C'est peut-être une des rares choses positives en fait que j'ai, parce que d'un point de vue technique pur, je me dis, je vois mal Aldo révolutionner son jeu. Il a les armes pour battre Holloway. Si par exemple il utilise un peu plus sa lutte, tout connement, Aldo c'est un mec qui a une lutte de bâtard, vraiment. Il peut amener tout le monde, il peut vraiment amener tout le monde au sol, et puis quand il est au sol, c'est un sniper, il passe les gardes très très facilement, mais en fait il s'en sert pas. Il est très content de boxer, il reste en fait il se sert pas de tout son arsenal, et je pense que s'il mettait vraiment en jeu tout son arsenal, il y aurait moyen qu'il batte Holloway en fait, parce que Holloway, il a aussi des faiblesses. Holloway, il y a des failles dans son jeu. Et donc du coup je me dis peut-être que s'il a une j'espère en fait, l'espoir fait vivre, hein, mais j'espère qu'en fait cette mentalité de conquérant, comme tu dis, révèle aussi une compréhension de sa part, de peut-être d'utiliser d'autres choses, de faire différemment en fait de ce qu'il fait habituellement. Donc, il n'y a plus qu'à voir. Et là, on est en train de se dire, les gens qui nous écoutent, ils sont en train de se dire, mais c'est quoi ce délire ? Mathieu et Guillaume ne respectent pas du tout le champion, puisqu'ils viennent de faire une preview du main event. On n'a pas du tout parlé de Max Holloway. Max Holloway qui reste quand même, Mathieu, sur 11 victoires consécutives, et qui n'existe pas pour Guillaume et Mathieu, qui a quand même mis KO Anthony Pettis et José Aldo. Bon, alors c'est quoi le délire avec Max Holloway finalement ? Holloway, c'est très étonnant parce que c'est un combattant qui avait des qualités techniques indéniables dès le début de sa carrière, enfin très très jeune, enfin dès qu'il est entré à l'UFC, mais qui par manque de discipline en fait perdait aussi, différemment d'Alvarez, hein. Il se lançait pas dans des bagarres, mais en fait il tentait des trucs qui n'avaient pas forcément de sens en fait dans certains de ses combats, enfin des spinning back kicks, des jumping knee et tout, enfin des trucs qu'il faisait pas très très bien, qu'il maîtrisait pas très bien, et en fait il se faisait dépasser par des combattants qui avaient un peu plus de bouteilles que lui. Je pense surtout à son combat contre Bermudez. Et en fait, je sais pas, c'est juste une question de compréhension du jeu. Je pense qu'il a été bien encadré et que maintenant, en fait, il met en avant déjà, il a des facilités physiques pour la catégorie. Enfin, il est très grand, il est longiligne, il a vraiment un physique pour ça. Il a un cardio de dingue. Il met vraiment énormément la pression. Et il y a aussi un truc qui fait que les gens ne font pas trop, en fait, encore aujourd'hui. Et c'est là où on voit qu'il y a vraiment un gap entre le niveau de striking du MMA et le niveau de striking, par exemple, du kickboxing ou de la boxe. C'est que Max Holloway, c'est un truc que j'aime bien, c'est qu'il feinte énormément. Et en feintant beaucoup, en fait, il va casser, désorganiser la garde de l'adversaire, et puis après, il va placer des coups tout cons, mais qui vont rentrer comme dans du beurre, si j'ose dire.
Et il va beaucoup boxer en volume aussi. Enfin, il va vraiment déborder l'adversaire. Il n'y a pas de recette miracle. Je pourrais pas dire en fait Holloway fait ça très bien ou Holloway fait ça pas très bien. C'est un ensemble de choses en fait. Enfin, si je pouvais donner 2 qualités d'Holloway, c'est son volume et son footwork. Il a un bon footwork, il met très bien la pression sur l'adversaire. Et sur le volume, il alterne très bien les feintes, les strikes et tout. Enfin, je pense qu'en fait, juste, il a mûri, quoi. Il était trop jeune au début de sa carrière et maintenant, c'est devenu un assassin, quoi. Il aime ça et il comprend bien le jeu, quoi. Waouh, un assassin. Et donc voilà pour Max Holloway, si je peux faire ça brièvement. Bien, place désormais au pronostic. On va commencer avec le premier combat, donc Waterson-Torres. Pour ma part, je vois une victoire de Torres par décision unanime. Ouais, je pense à peu près la même chose. Alors, les gens vont se dire, mais Mathieu, comment tu peux dire ça? Tu connais pas Torres. Je connais Michelle Waterson et je sais qu'elle n'est pas dans une bonne dynamique en ce moment. Donc, je me dis Torres, Torres par décision unanime aussi. Allez, Torres. Eddie Alvarez, Justin Gaethje. Alors là, moi, je pense que ça va être notre petit Justin qui va gagner par KO au 3e round. Je pense qu'en fait, Alvarez, il est... Enfin, physiquement, je pense qu'il y a un truc qui a lâché, et puis que ça va faire un peu comme Poirier, et sauf qu'il n'y aura pas le... Il y aura pas de... Il n'y aura pas de no contest ou quelque chose comme ça qui va réussir à le sauver, sachant qu'en plus, Gaethje, il est un peu comme lui, on en a parlé dans la preview. Enfin bref, je vois un KO en striking, ouais. Ah ouais, moi pareil en fait, c'est-à-dire qu'en gros, je pense que si Eddie Alvarez se concentrait vraiment sur son game plan, ce serait un combat qu'il pourrait gagner. Mm-hmm. Il a la force, il a encore la capacité athlétique de le gagner et tout. C'est vraiment une question de mental en fait. Et je pense que je vais aller avec le plus jeune en fait. Et pareil, je dis Gaethje au 2e round. Moi, 2e round KO de Gaethje. Boum. Et Cerudo Pettis, alors là je vois victoire de Cerudo par soumission, 2e round après un gros ground and pound. Je pense que Pettis il est un peu trop petit peu trop tôt, un petit peu trop frêle, et puis l'autre je pense qu'il va revenir aux bases en fait avec ce combat là. Voilà. Alors moi je vois une victoire de Cerudo aussi, mais par décision en fait. Je pense que Sergio Pettis, c'est comme son frère, c'est un mec qui est très difficile à terminer en fait. Ouais. Ils sont durs quoi, les frères Pettis, ils sont durs. Je pense pareil qu'il est en revanche trop frêle, trop jeune, et qu'il va se faire dépasser. Moi c'est surtout la lutte de Cerudo là pour le coup. Oui. Quand tu disais retour aux bases, je pense que c'est ça, il va vraiment l'out-wrestle. Je pense que c'est ça qui va se passer. Bien. Et là, Alistair Overeem, Francis Ngannou, bonne chance. Alors, franchement, honnêtement, j'en ai aucune idée. Même si, allez, je pense. Parce que si vous voulez, vous pouvez écouter notre interview de Francis Ngannou qui nous a quand même dit « Je vais coucher Overeem et vous n'aurez pas l'occasion de voir mon cardio ». Pour ma part... je pense à un KO de Francis Ngannou au 1er round. Je pense vraiment ça. Je pense KO de Francis Ngannou au 1er round. Je pense qu'Overeem va se faire clipper mais pas par un lucky shot ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on va être impressionné à mon avis par la stature de Francis Ngannou pour ce combat-là, qui va avancer. Overeem va pas forcément savoir comment réagir, va s'ouvrir, et puis tu sais, il va faire le Overeem Overeem quand il fait son espèce de tortue là, quand il fait son espèce tu vois. Je pensais Overeem contre Rafael, c'était un peu ce qui s'est passé. Voilà. Il avait hésité, il s'était fait clipper. C'est une bonne analyse. Moi, étonnamment, je vais peut-être avoir un truc qui va surprendre. Je pense que c'est Ngannou qui va la gagner, mais moi, je penche par décision, aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que je pense que si ça va jusqu'au juge, faudrait vraiment qu'Ngannou se fasse ridiculiser pour qu'il perde ce combat. En fait, là, je mise plutôt sur les business plans de l'UFC. Ça n'a rien contre Ngannou. Je pense qu'Ngannou a tout à fait les capacités de mettre KO Overeem, mais je me dis qu'il part avec un avantage en plus contre Overeem. C'est que je pense que si ça va à la décision et que c'est un peu contesté, il gagnera le combat. Donc je me dis Overeem sera suffisamment intelligent pour éviter de se faire clipper. Sauf s'il perd les nerfs, comme tu as dit. Et que du coup, en fait, le combat, étonnamment, je pense qu'il va pas être si excitant que ça. Je pense. C'est-à-dire, il va y avoir beaucoup d'inaction, en fait, dedans.
Et je pense que Ngannou va gagner par décision. C'est Oui, ce que je oui. donne. Parce que, et dans tous les cas aussi, c'est pour ça aussi que je vois mal en fait Overeem gagner. C'est que par exemple, le combat contre Miocic en soi, c'était un peu. Bon, je vais me permettre une comparaison Ngannou Miocic dans le sens où dans les deux cas Overeem et puis Jackson Wink hein, évidemment savaient que les deux adversaires d'Overeem frappaient quand même très très fort et donc il y avait toute cette stratégie de comme tu disais tu vois de s'éloigner un peu du combattant de une fois qu'on avait placé ses coups même il n'hésitait pas à courir mais malgré ça n'avait pas suffi. C'est pour ça que moi dans tous les cas je pense qu'il y aura un moment où Overeem il sera contre la cage et puis puis il sera terminé quoi. Ça se défend. Ça Ouais. se défend. Oui, moi, je pense, je vais essayer, je reste sur mon prono de la décision, mais c'est un bon prono. Je te suis aussi quand même là-dessus, Guillaume. Allez, on va voir de toute façon bientôt. Et Ouais. le Max Holloway José Aldo. Alors là, je vais faire ma petite pute en reprenant la fameuse analyse de Mathieu, qui me le dit depuis de nombreuses années. Je cite, Guillaume, quand il y a une revanche entre deux combattants, si le plus âgé n'a pas gagné le premier combat, il s'incline toujours lors de la revanche. Voilà. C'est un adage qui a été démenti par Michael Bisping dans sa revanche contre Rockhold. Il fait chier Michael Bisping. Il me casse tous mes adages. Mais oui, en général, généralement, le combattant plus âgé, il a du mal à s'adapter et il perd la revanche. Enfin, s'il a perdu le premier match, il perd la revanche aussi. Donc, Moi, je pense, même si je suis pour José Aldo, je pense qu'il va perdre par KO aussi au troisième round. par KO Oh là là, ouais, par KO. pareil. Oh, c'est terrible. Terrible. Et Ouais, toi, du coup, en fait, je peux pas. C'est horrible. Je pense que Max Holloway va gagner. Et je pense, à mon avis, être biaisé en disant que il va s'imposer par décision. Mais enfin, j'ai vraiment du mal à imaginer Aldo encore perdre par KO. Ouais, non, pour moi, ce serait bizarre dans le sens où, comme tu as dit, c'était effectivement un problème de cardio. Donc je sais pas, dans tous les cas, je vois attaquer fort, à mon avis, Aldo. Je vois dans tous les cas attaquer fort. Et je pense qu'il le sait aussi, c'est peut-être ça. C'est moi ce qui me fait pencher pour Aldo, c'est dans le sens où là, tu as cette attitude un peu plus conquérante que d'habitude. Et le côté aussi que la dernière fois, il s'est fait. Là, il a affronté Max Holloway il y a vraiment pas longtemps, quoi, il y a 3-4 mois. Max Holloway va pas révolutionner son game plan pour José Aldo. Il sait que c'est vraiment une stratégie de la part d'Holloway, tu sais, d'harceler son adversaire, vraiment de le faire suffoquer. Et je pense qu'il va tout mettre dans les premiers rounds. Et ça pourrait le faire. Parce que pareil, on n'a pas vu beaucoup de kicks, mine de rien, d'Aldo dans le premier combat. Après, c'est ce que disait Aldo aussi lui-même, c'est que c'est très difficile de kicker Holloway parce que justement, avec son footwork où il bouge beaucoup, il change de garde et tout, c'est très compliqué de. Ouais. Et dès que tu kicks comme Holloway, il a une plus grande allonge, il va te contrer. Donc je pense qu'Aldo, s'il a pas kické, c'est pas parce qu'il a pas oublié, c'est pas parce qu'il a oublié, c'est parce qu'il pouvait pas le faire en fait. Et c'est ce que d'ailleurs Aldo a dit. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que en fait Aldo va tout donner sur les 2 premiers rounds. Si ça suffit, machallah. Si ça suffit pas. C'est dommage, mais je vois pas de décision en fait arriver sur ce combat et je pense que Holloway il a suffisamment de faim, il est jeune, il est dur et tout. Donc du coup je vais avec le plus jeune. Mais tout mon cœur va pour Aldo. Moi j'aimerais bien qu'Aldo gagne. Exactement la même. Mais dans tout cas, ce qui serait quand même cool, c'est si Holloway gagne, un mec dont là on a quand même pas mal manqué de respect parce qu'il reste champion, plus grosse série de victoires de la catégorie. Comme tu le dis, il est jeune et c'est vraiment l'avenir de l'UFC au niveau des featherweight. Donc s'il gagne, ce serait la vraie grosse passation de pouvoir. Ouais, c'est le digne champion featherweight. Je pense que ce serait pas mal que l'UFC le mette plus en avant. Parce que il est jeune et il a tout l'avenir devant lui. 2 décembre 2017, nous, ce sera le dimanche matin à partir de 3h. On peut se dire ça, dimanche matin à partir de 3h pour le début de la main card. On sera là, on vous fera le petit récap. Et également, point important, l'UFC 219, l'infamous UFC 219, le trio de la mort sera réuni avec Rust. Mathieu, Rust et Guillaume seront là. On ne sait pas ce qu'on fera, peut-être un Facebook Live